Bien qu'il mesure plus de 2,20 m, pèse plus de 245 kg et soit l'un des noms les plus célèbres de toute une époque, André le Géant entretenait de bonnes relations avec la plupart de ses collègues. Mais pas tous. Quelques-uns, triés sur le volet, ont froissé le géant et ont fini par entrer dans son livre noir. Qui sont ces catcheurs qu'André le Géant détestait et quelles sont les histoires qui se cachent derrière tout cela? Découvrons-le. André le Géant n'était pas seulement énorme, il était gigantesque dans tous les sens du terme. Dès qu'il montait sur un ring, il ne faisait pas que concourir, il créait des moments dont les fans parleraient pendant des décennies. Il était le genre de personnage rare qui pouvait écraser ses adversaires un soir et vous faire rire et applaudir dans une salle de cinéma le lendemain. En d'autres termes, André était unique en son genre. Et dans le monde fou du catch, ce n'est pas peu dire. Mais malgré son image chaleureuse et son charme hollywoodien, André le Géant n'était pas qu'accolade et poignée de main en coulisses. Comme toute autre icône du catch, André avait ses limites et si quelqu'un le frottait, il ne le gardait pas vraiment secret. Même si sa santé s'est dégradée au cours des années qui ont précédé sa mort en 1993, il a gardé de sérieuses rancunes. Et non, nous ne parlons pas de nouveaux venus. Certains des plus grands noms de l'histoire du catch se sont retrouvés du mauvais côté de l'énorme tempérament d'André. Qu'il s'agisse de problèmes d'attitude, de négligence sur le ring ou tout simplement de mauvaises vibrations, il ne s'agissait pas de conflits mineurs. Il s'agissait de véritables situations où il ne fallait pas se tenir à côté d'André dans les vestiaires. Un nom est ressorti du lot, Bad News Brown. Quand il s'agit d'intimider les catcheurs, Bad News Brown n'est pas qu'une simple parole. C'était une véritable affaire. Avant de devenir catcheur, l'homme derrière ce personnage, Alan Coge, s'était déjà forgé une réputation de dur à cuire. Médaillé de bronze en judo aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, il n'était pas du genre à vouloir se battre. Dans le monde de la WWF de la fin des années 80, Brown se distingue encore plus par son gimmick unique. Un loup solitaire qui déteste tout le monde, même les autres méchants. Cette attitude grincheuse et sans état d'âme n'était pas qu'un simple personnage, c'était son identité, et André le Géant l'a constaté de ses propres yeux. Lors d'une tournée à l'étranger avec des catcheurs comme Hulk Hogan et Dusty Rhodes, Brown prétend avoir entendu André dire quelque chose d'incroyablement offensant, en particulier utiliser le N-word au cours d'une conversation dans le bus de la tournée. Brown n'était pas du genre à laisser passer les choses, même si les mots venaient d'un géant de 240 kilos. Il est allé voir André, lui a carrément dit de ne pas parler comme ça, et lui a fait comprendre qu'il n'avait pas peur de lui. C'est un geste audacieux, étant donné qu'André pourrait probablement ramasser une voiture s'il le voulait. André n'a pas répondu tout de suite, mais le lendemain, il a répliqué par un « va te faire foutre », pas très amical. Brown, ne cédant pas, l'a confronté à nouveau, lui faisant clairement comprendre qu'il n'était pas du genre à se laisser aller au manque de respect, qu'il soit géant ou non. Cette tension est restée pendant des années, et même s'ils n'en sont pas venus aux mains, ce n'était pas un secret que les choses étaient froides entre les deux. Finalement, peu avant la mort d'André en 1993, ils ont réussi à se réconcilier. Selon Brown, André s'est excusé, et, bien qu'ils ne soient jamais redevenus amis, la rancune de longue date s'est finalement apaisée. Cela nous rappelle que même les plus grands hommes de la catch ont eu des moments où ils ont été mis en échec, et que lorsque Bad News Brown vous tenait tête, vous l'écoutiez. Mais les querelles d'André n'étaient pas toujours liées à la dureté. Elles étaient parfois le fruit d'un chaos pur et simple. Dans le monde du catch professionnel, la famille Hart fait partie de la royauté. L'héritage de Stu Hart, le Dungeon, l'excellence de l'exécution de Bret, tout cela est légendaire. Chaque famille de catcheurs a son joker, et pour les Hart, c'était Smith. Smith Hart, le frère aîné, avait un peu la réputation d'être imprévisible, un peu téméraire, et pas exactement le gars que vous appelleriez si vous vouliez une journée calme et sans drame. Et malheureusement pour André le Géant, il s'est retrouvé sur le siège passager lors d'un des moments les plus chaotiques de Smith. André et Bret Hart, ces deux-là s'entendaient à merveille. Respect mutuel, bonne vibration, pas de problème. Mais quand André a croisé le chemin de Smith, disons que leur relation a dérapé plus vite que la conduite de Smith. Littéralement, tout s'est passé à Calgary, à l'époque du Stampede Wrestling. André devait prendre un vol pour le Montana et le temps ne jouait pas en leur faveur. L'avion décollait dans moins de 30 minutes et le trajet jusqu'à l'aéroport, une bonne quarantaine de minutes au minimum. Pour une raison ou une autre, Smith Hart a juré qu'il pourrait les amener à l'heure. Alors André, Bret et Smith se sont tous entassés dans la voiture
et c'est là que la folie a commencé. Smith volait dans la circulation urbaine à des vitesses dépassant les 160 km/h, esquivant les voitures comme si elles étaient immobiles. Ce n'était pas seulement un excès de vitesse, c'était une véritable folie. Et à l'arrière se trouvait un géant de 245 kg qui devait probablement se plier pour entrer dans la voiture, tenant tout ce qu'il pouvait pendant que Smith jouait à Grand Theft Auto dans la vraie vie. Ils ont réussi à se rendre à l'aéroport, tant bien que mal, mais non sans avoir attiré l'attention des forces de l'ordre locales. La voiture a été arrêtée et Brett a dû amadouer le policier pour qu'il laisse Smith s'en sortir. Par miracle, personne n'a été blessé, mais André était furieux, pas seulement contre Smith, mais aussi contre Stuart, qui avait confié à son fils, le plus téméraire, la tâche de transporter une légende vivante à toute vitesse aux heures de pointe. André n'est pas prêt d'oublier ce voyage terrifiant. Les choses se sont gâtées entre lui et la famille Hart pendant un certain temps, surtout avec Smith. Il fallut des années à Brett pour arranger les choses, et ce n'est qu'une fois que les deux hommes furent au cœur de leur carrière à la WWF qu'André lui pardonna enfin. Aussi sauvage que cela puisse être, ce n'est pas la raison la plus folle pour laquelle André a détesté un autre catcheur. De toutes les raisons qu'un catcheur peut avoir pour en détester un autre, qu'il s'agisse d'un drame en coulisses, d'un égoïsme sur le ring ou simplement d'une bonne vieille jalousie, le conflit entre André le Géant et Randy Savage pourrait bien être l'une des plus étranges et des plus sournoises. Le problème? De l'huile pour bébé. Oui, de l'huile pour bébé. Alors que la plupart des hommes s'inquiètent de leur succès auprès du public ou de leur promotion parfaite, André est véritablement irrité par le fait que Savage se présente toujours sur le ring avec de la graisse, comme s'il se rendait à une compétition de culturisme. L'huile pour bébé n'était pas seulement un style pour Macho Man, elle faisait partie de sa personnalité. Les lunettes, la voix rauque, l'équipement néon et les biceps brillants et huilés. C'était toute l'ambiance de Randy. Mais pour André, qui devait déjà lutter contre des gars 2 fois plus petits que lui et porter une grande partie de la charge de travail, essayer de s'accrocher à quelqu'un qui se sentait comme une barre de savon n'était pas exactement son idée d'un bon moment. André gémissait chaque fois que Randy arrivait couvert d'huile. Tout le monde, y compris Lani, essayait de convaincre Macho d'y aller mollo sur le savon, surtout lorsqu'il devait lutter contre André. Mais Randy n'en démordait pas. Sa position exacte? Le truc d'André, c'est d'être un géant. Le mien, c'est de l'huile pour bébé. Mais c'est là que ça devient plus profond. Le problème d'André avec l'huile pour bébé n'était pas qu'un petit problème de vestiaire. En raison de la taille d'André, une chose aussi simple que prendre une douche dans une chambre d'hôtel était un véritable défi. La plupart des douches ne sont pas conçues pour accueillir une personne de sa taille. Ainsi, lorsqu'il revenait d'un match, trempé dans l'huile pour bébé de Randy, se laver n'était pas seulement ennuyeux, c'était un véritable casse-tête. En fin de compte, André et Savage ont réussi à coexister, mais leur relation n'a jamais été chaleureuse. André ne détestait pas nécessairement Randy en tant que personne, mais son côté têtu et sa réserve inépuisable d'huile pour bébé rendaient les choses glaciales. Randy Savage était peut-être un peu ennuyeux pour André, mais les Fabulous Freebirds, il ne les supportait pas. André les détestait tellement qu'il les a presque fait virer. Ok, peut-être pas officiellement, mais il a eu une forte influence pour s'assurer qu'ils prennent la route. Les Fabulous Freebirds étaient que la version du catch d'un groupe de rock sudiste, sauvage, imprévisible et constamment sur la brèche. Avec leurs entrées fracassantes, leur style de vie très festif et la création de la désormais célèbre Freebird Rule, Michael Hayes, Terry Gordy et Buddy Roberts étaient des légendes absolues dans les territoires. Mais une fois qu'ils sont entrés dans la cour des grands à la WWF, disons simplement que leur train de fête s'est heurté à un obstacle de taille. Ce barrage? André le Géant. André n'était pas vraiment un saint quand il s'agissait de boire. Il était capable d'avaler des tonneaux d'alcool et de marcher droit. Mais il y a une différence entre être capable de gérer son alcool et se présenter au travail avec l'air de s'être préparé pour Woodstock. Et c'est exactement ce que les Freebirds ont fait lors d'un spectacle dans l'Ohio. Ils sont arrivés en retard, ivres comme des putois, et André a été désigné comme l'agent en coulisses chargé de leur match. Même avec sa tolérance légendaire, André n'est pas impressionné. En fait, il pouvait sentir l'alcool sur Michael Hayes à 1 kilomètre à la ronde et lui fit clairement comprendre qu'il n'était pas ravi. Le match de ce soir-là fut un désastre, les Freebirds trébuchant comme s'ils luttaient au ralenti. André, en bon professionnel qu'il était, a essayé de maintenir le calme en coulisses
mais il n'a manifestement pas apprécié d'assister à ce naufrage. La légende urbaine veut qu'André ait personnellement fait virer les Freebirds à ce moment-là, mais Michael Hayes a plus tard mis les choses au clair. Selon lui, après avoir réalisé à quel point il s'était trompé, il est allé directement voir Vince McMahon et a admis qu'il n'était pas en état d'être sur le terrain. Vince, comme on peut le comprendre, leur a montré la porte. Même si, techniquement, André ne les a pas renvoyés, il ne fait aucun doute que sa désapprobation a joué un rôle important dans la suite des événements. Quand André le Géant, un homme capable de faire boire n'importe qui sous la table, vous reproche d'être trop ivre pour fonctionner, c'est là que vous savez que vous avez sérieusement dépassé les bornes. Les Freebirds étaient des légendes, sans aucun doute. Mais dans le monde d'André, soit vous vous montrez prêt, soit vous ne vous montrez pas du tout. Ensuite, nous avons Big John Studd. Si vous avez deviné que la taille était la raison pour laquelle André détestait ce catcheur, vous avez raison. Lorsqu'il s'agit d'hommes de grande taille dans le catch, André le Géant est le maître étalon, au sens propre comme au sens figuré. C'est pourquoi, lorsqu'une autre figure massive comme Big John Studd fait son apparition à la WWF au milieu des années 1980, les choses deviennent un peu tendues. Il ne s'agissait pas seulement de deux énormes gaillards se disputant le temps d'antenne, mais d'égos en conflit enveloppés dans des cadres de 2,5 mètres. Et André, il n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée de partager la vedette. Bien sûr, à l'écran, ils sont présentés comme des rivaux acharnés dans une querelle classique entre géants. Mais derrière le rideau, l'aversion d'André pour Studd est bien plus profonde que l'intrigue. Tout d'abord, Studd avait la réputation d'être un peu trop brutal sur le ring, ce que les catcheurs appellent « potatoing », c'est-à-dire qu'il lançait des coups raides, qui ressemblaient plus à de vrais coups de poing qu'à des performances. Jim Duggan a raconté un jour que Studd avait frappé André assez fort pour qu'il ait mal. Quand Studd a essayé de s'excuser, André lui a répondu froidement « Désolé, ça veut dire rien pour moi ». Mais il n'y avait pas que le physique qui frottait André, il y avait aussi les mots. Jake on the Snake Roberts a lâché une bombe sur son podcast, révélant que Studd était allé beaucoup trop loin lors d'une promotion. Au lieu de rester dans les limites d'un trash talk enjoué, Studd aurait dit qu'André n'était pas un vrai géant, mais un monstre. Pour le téléspectateur moyen, il s'agit là d'une simple remarque de la part d'un heel qui se comporte comme un heel. Mais pour André, c'était profondément personnel. André souffrait d'acromégalie, une maladie rare qui provoquait une croissance incontrôlée de son corps et entraînait des problèmes de santé à vie. Quelqu'un peut-il se moquer de cela sur une chaîne de télévision nationale? C'était une ligne rouge. À partir de ce moment-là, André ne se contente pas de détester Studd, il se donne pratiquement pour mission de le malmener à chaque fois qu'ils se retrouvent sur un ring. Chaque fois qu'ils étaient à programmer ensemble, André se déchaînait sur lui, sans retenue. Pas de jeu de jambes fantaisiste, pas de théâtres enjoués, juste un rappel très concret que si vous vous frottez au géant, vous feriez mieux d'être prêt à vous faire laminer. Alors oui, quand les gens disent qu'André n'aimait pas Big John Studd, c'est un euphémisme. Parlons maintenant du conflit entre André et The Ultimate Warrior. The Ultimate Warrior était l'une des superstars les plus intenses et les plus énergiques du catch, et aussi l'une des rares à faire rouler les yeux d'André le géant et à le faire gémir. Pour un homme qui courait vers le ring comme si sa vie en dépendait, qui reniflait de l'énergie comme si c'était de l'air et qui envoyait des coups de corde à linge à tout ce qui bougeait, Warrior n'était pas exactement le partenaire de danse le plus délicat. Et pour une légende ralentie et endolorie comme André à la fin des années 80, travailler avec Warrior, c'était comme essayer de lutter contre un train de marchandises. Lors du premier grand passage de Warrior à la WWF, André était déjà bien avancé dans la phase d'usure de sa carrière. Son acromégalie et ses années d'abus sur le ring avaient fait des ravages, et le géant pouvait à peine bouger comme avant. Warrior, quant à lui, n'était que vitesse, force et agitation, et n'avait aucun sang-froid. André était plutôt d'accord avec Warrior, mais sur de courtes périodes. Un squash de 30 secondes? D'accord. On fait des mouvements, on fait vibrer la foule, et c'est fini. Mais quand le Warrior devait-il ralentir et faire un match plus long? Oh non, c'est là que les choses se gâtent. André, en bon général du ring qu'il était, essayait de maîtriser Warrior. « Détendez-vous », lui disait-il. Doucement. Mais Warrior n'avait qu'une vitesse, le chaos. Et il n'était pas non plus connu pour ses coups de poing. André, qui n'aimait pas vraiment recevoir des coups de corde à linge et des coups d'épaule comme un bélier, n'appréciait pas les coups durs. Alors, que fait André quand il en a marre? Il distribuait de petites leçons en plein match
comme une gifle surprise ou un pied stratégiquement placé pour rappeler à Warrior qui était en fait le chef. Et contrairement à Warrior, André n'avait pas besoin de courir. Une seule main lourde pouvait mettre fin au combat rapidement. Malgré leur alchimie sur le ring, les deux hommes ont réussi à traverser leur querelle sans que les choses n'explosent totalement. Mais derrière le rideau, André ne cachait pas ses sentiments. L'Ultimate Warrior était peut-être l'un des personnages les plus explosifs de l'histoire de la WWF, mais pour André, il s'agissait plutôt d'un mal de tête surcaféiné avec de la peinture sur le visage. Plus tard, The Iron Sheik est peut-être devenu un adorable fou de Twitter, lançant des insultes scandaleuses à tout le monde, de Hulk Hogan à des politiciens au hasard. Mais à l'époque, André le Géant n'était pas amusé, même pas un peu. Avant que le Sheik ne devienne une machine à mème, il avait une réputation en coulisses qui n'était pas vraiment attachante. Bruyant, arrogant et beaucoup trop agressif avec les gars qui n'étaient là que pour faire bonne figure, le Sheik a déplu à beaucoup de gens. Et quand l'une de ces personnes était-elle une légende imposante avec un tempérament court pour BS? Oui, cela ne s'est pas bien terminé. Lors d'une soirée particulière, le Sheik a poussé le bouchon un peu trop loin avec ses propos racoleurs, et André, qui perdait rarement son sang-froid en public, en a apparemment eu assez de ses coups de gueule incessants. Selon Hogan, le géant a craqué sur le ring et a décidé qu'il était temps de le recevoir. Il l'a fait monter sur le ring, l'a battu et l'a presque tué. Mais il n'y avait pas que sa grande gueule qui dérangeait André. L'Iron Sheik avait également l'habitude de renifler les Enhancement Talents, les Jobbers, pendant les matchs. Il s'agissait généralement de catcheurs à temps partiel qui travaillaient de 9 à 5 pendant la semaine et se faisaient engager pour le week-end afin de se laisser balloter par les stars. Il n'était qu'au pas là pour recevoir un vrai coup de poing dans la bouche. Mais Sheik, il ne semble pas avoir compris le mémo. André détestait la façon dont Sheik traitait ces types. Pour André, c'était le signe ultime d'un manque de respect. Le géant n'avait aucune patience pour les brutes, surtout celles qui s'en prenaient aux petits. Ainsi, si les fans ont pu s'amuser des interviews délirantes du Sheik et de sa célébrité sur Internet, André n'a vu qu'un type qui parlait trop, frappait trop fort et n'avait aucune idée de la façon dont il fallait faire preuve de respect, sur le ring ou à l'extérieur de celui-ci. Et quand on se trouve en face d'André le Géant, c'est un mélange dangereux. Il suffit de demander à Bam Bam Bigelow, un autre catcheur qu'André ne pouvait absolument pas supporter. Bam Bam Bigelow avait peut-être des flammes tatouées sur la tête, mais lors de son premier passage à la WWF à la fin des années 80, c'est son ego qui était en feu. La bête de l'Est est arrivée dans le monde de Vince McMahon avec un sérieux bagou, un poids de 160 kg qui pouvait se déplacer comme un cruiserweight, et il le savait. Malheureusement, tout le monde savait qu'il le savait aussi. Jeune, effronté et trop sûr de lui, Bigelow commence à froisser les vétérans presque immédiatement. Il se vantait de son salaire mirobolant, se pavanait dans le vestiaire comme s'il était le roi et donnait l'impression de quelqu'un qui se croyait intouchable. C'est alors qu'entre en scène André le Géant, légende des vestiaires, gratte-ciel ambulant et juge officieux de l'humilité en coulisses. Bigelow avait un peu trop parlé, surtout de l'argent qu'il gagnait, et André n'était pas prêt à laisser passer ça, surtout de la part d'un nouveau venu. Un soir, au Madison Square Garden, sous les feux de la rampe et dans l'enthousiasme des fans, André a mis la main sur Bam Bam, et Bam Bam a reçu sa leçon. André ne s'est pas contenté de lui donner une leçon, il l'a pratiquement démoli. Selon Hart, le géant français a pratiquement battu l'arrogance de Bigelow devant une salle comble. Pas d'artifice, pas de politique en coulisses, juste une bonne vieille humiliation de la part d'un homme qui avait tout vu et qui n'avait pas de temps à perdre avec des égos surdimensionnés. À la décharge de Bigelow, la raclée a fonctionné. L'arrogance s'estompa et il revint des années plus tard comme un homme changé. Lorsque Bam Bam est revenu à la WWF au milieu des années 90, son attitude était bien différente de celle de ses débuts. Cette version de Bigelow était professionnelle, soignée et respectée, à tel point qu'il a été choisi pour affronter la légende de la NFL, Lawrence Taylor, dans le main event de WrestleMania 11. C'est vrai, le même type qui s'est fait laminer par André a fini par être la tête d'affiche du plus grand spectacle de catch de l'année.
Il s'avère que lorsqu'André le Géant vous humilie, vous restez humilié. Pour terminer, nous avons Hulk Hogan. Ces deux-là ont fini par entrer ensemble dans l'histoire du catch, mais le chemin a été semé d'embûches. Au début des années 80, Hulk Hogan n'était pas encore l'icône du Real American. Il n'était qu'un débutant blond et costaud, avec des muscles de la taille d'une boule de bowling et un ego qui grandissait plus vite que le nombre de ses fans. Il s'est lancé dans le catch en pensant qu'il pourrait être la prochaine grande vedette, littéralement. Le problème, c'est qu'il y avait déjà une grande chose en ville, une montagne de 7-4, nommée André le Géant. Et André, il n'aimait pas les recrues tape à l'œil qui ne respectaient pas les règles non écrites du ring. Dès le départ, Hogan s'est donc retrouvé dans son collimateur. Hogan admettra plus tard qu'à l'époque, il ne comprenait pas. Il pensait que le catch n'était qu'une question de force et de spectacle, sans se rendre compte qu'il existait tout un code d'honneur entre les gars dans les coulisses. André a vu clair dans le grand sourire d'Hogan et dans sa façon de le pousser. Et il s'est dit, ce gars-là, c'est de la poudre aux yeux. Alors, naturellement, André a pris des libertés sur le ring. Nous parlons de gifles raides, de coups d'avant-bras et du genre de mises en échec qui donne l'impression d'être frappé par un camion portant des bottes. Hogan s'est fait battre pour de vrai, juste pour qu'il apprenne une leçon d'humilité. Quelques années plus tard, Hogan est devenu la star de la WWF. Il fait sale comble, déchire des chemises en deux et assure l'événement principal de tout ce qui se présente à lui. Mais même avec tout ce succès, André n'est pas encore totalement convaincu. L'une des principales raisons, WrestleMania 3. Ce match devait être le plus grand moment de l'histoire du catch, mais Hogan était tellement nerveux à l'idée qu'André ne soit pas d'accord qu'il a secrètement écrit le match, chaque mouvement. Il a ensuite donné les notes à Vince McMahon pour qu'il les transmette sans dire à André qu'il les avait écrites. Pourquoi ce secret? Parce que si André avait su que Hogan avait essayé de scénariser le match comme un spectacle de Broadway, il aurait probablement transformé ce body slam en un véritable Hulk smashing. Hogan a même dit qu'il y aurait une tache de sang rouge et jaune sur le ring si André le découvrait. C'est à craindre. Et n'oubliez pas qu'André était de la vieille école. Il croyait en la protection du business. Hogan, quant à lui, ne pensait qu'au merchandising, à la pose et aux phrases choc. Ce choc des philosophies a rendu leur dynamique en coulisses tendue pendant des années. Ils ont fini par se respecter davantage, surtout après le moment de WrestleMania qui a scellé leurs héritages respectifs. Mais au début, André pensait qu'Hogan n'était qu'un autre musclé bruyant et surestimé qui avait besoin d'être mis au pas. Et en tant qu'André le Géant, il était plus qu'heureux de le faire. Voici donc ce qu'il en est. Pourquoi André le Géant détestait certains catcheurs de la WWE? Que pensez-vous de cette polémique? Et de quel côté êtes-vous? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.